Bonjour et bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs animaliers. Aujourd'hui, je vous emmène en promenade avec moi puisque c'est l'heure de la sortie chien pour Socket. Et on va parler ensemble des 7 erreurs qu'il ne faut surtout pas faire si vous voulez vous lancer en médiation animale. Alors, les 7 erreurs, évidemment, ça va être utile pour vous, surtout si vous envisagez de vous reconvertir dans la médiation animale ou dans un métier qui s'en rapproche, zoothérapie, facilitation animale comme nous on préfère l'appeler. Mais si vous êtes déjà lancé et que c'est déjà un projet que vous êtes en train de mener, eh bien regardez quand même cette vidéo parce que certaines de ces erreurs que je vais pouvoir évoquer avec vous sont encore rattrapables et vous allez pouvoir certainement corriger quelques petites choses. Alors c'est parti, les 7 erreurs à ne surtout pas faire si vous voulez vous reconvertir dans la médiation animale. Alors vous le savez, pour que cette vidéo soit utile à un maximum de personnes, eh bien le mieux que vous puissiez faire, et aussi pour m'aider à développer cette chaîne qui prend beaucoup de mon temps et beaucoup de mon énergie, eh bien c'est de vous abonner à la chaîne YouTube, de partager et de liker cette vidéo, et puis de la regarder jusqu'au bout parce que je vous réserve pas mal de petites surprises. Alors c'est parti, on va commencer avec la première erreur. Elle va peut-être même vous frustrer, vous choquer, vous paraître un peu bizarre cette première erreur, parce qu'elle vous paraît certainement évidente. Mais la première erreur pour moi, c'est de se lancer sans réel intérêt pour les animaux. Quand je dis sans réel intérêt, c'est-à-dire un intérêt vraiment plus, un intérêt assez important. C'est vrai que la médiation animale ou la facilitation animale, ce sont des métiers qui sont de plus en plus médiatisés, qui donnent envie, qui sont souvent mis dans des reportages et qui donnent envie. En tout cas, c'est des belles images. Il faut quand même avoir un vrai attrait pour l'animal. C'est-à-dire que si vous avez envie de les protéger, si vous êtes sensible au bien-être des animaux, si vous avez envie de les respecter, de les comprendre, c'est quand même plus qu'un plus. C'est important, c'est fondamental pour pouvoir vous lancer dans un métier qui est dans un métier de la relation à l'animal. Il vous faudra probablement un minimum d'expérience ou de formation pour connaître les besoins, les maladies de vos animaux, les risques que peuvent comporter certaines espèces, risques traumatiques, risques de morsure, risques de certaines infections, maladies, zoonoses, etc. Et puis, vous devez avoir un minimum de base sur l'étude du comportement de vos animaux. Donc, c'est vraiment la première erreur, c'est de partir sans aucun background, sans aucune expérience ou sans aucune connaissance de l'animal. Ça ne veut pas dire que vous devez avoir des diplômes animaliers, mais ça veut dire que vous devez avoir une première sensibilité à l'animal. Le contre-exemple, ce serait quelqu'un qui n'a même pas dans sa vie eu des animaux. Vous voulez partir de zéro, vous n'avez jamais eu la garde d'un animal de compagnie, d'un animal familier, et puis du jour au lendemain, vous voulez vous lancer dans un métier professionnel en lien avec l'animal. Vous allez en fait devoir brûler plein d'étapes d'un coup, notamment celle de vous habituer au contact animal. Et ça ne peut pas se faire en même temps que vous développez une profession. Donc si vous n'avez jamais vraiment eu de contact avec l'animal ou avec les animaux qui vous intéressent pour votre projet, commencez à titre privé à vous occuper d'animaux. Et puis ensuite, dans quelques mois, dans quelques temps, là, vous allez pouvoir commencer à vous intéresser à la médiation ou à la facilitation animale. Une deuxième erreur, ce serait complètement l'inverse. Ce serait de vouloir vous lancer uniquement parce que vous aimez les animaux. Parce que vous devez absolument aimer l'humain pour pouvoir vous lancer dans un métier de la relation entre l'humain et l'animal, comme la médiation animale ou la facilitation. Ça paraît un peu bizarre, mais beaucoup de personnes me disent quand elles sont en entretien avec nous, en rendez-vous individuel par exemple, voilà, je suis tellement passionné par l'animal que j'ai du mal à laisser de la place à l'humain, ou en tout cas, voilà, j'ai envie d'une relation privilégiée avec mes animaux. Il faut vraiment comprendre que quand vous allez faire de la médiation animale, vous allez être dans un métier de l'accompagnement de l'humain. Et votre rôle, ça ne va pas être de vous avoir une super relation avec vos animaux, ça va être de permettre à d'autres humains, qui sont des personnes fragilisées, d'avoir une relation avec vos animaux. Et donc, vous allez entrer dans une posture de relation d'aide. Donc, si vous avez un déséquilibre entre votre passion pour l'animal et votre passion pour l'humain, eh bien, ça va se ressentir dans votre profession et ce sera assez compliqué de pouvoir travailler dans ces métiers qui sont des métiers aussi et surtout de la relation humaine. On va passer à la troisième erreur, et la troisième erreur, elle a un lien assez fort quand même avec la deuxième. Je vous rappelle, la deuxième, c'était d'être tellement passionné de l'animal que vous avez du mal à laisser de la place à l'humain. Eh bien, la troisième erreur, c'est de vous tromper dans le pourquoi vous voulez vous lancer dans la médiation animale.
Souvent, quand on a envie de faire de la médiation animale, c'est parce qu'on a constaté soi-même que l'animal avait un pouvoir, avait une faculté parfois thérapeutique. L'animal nous fait du bien. J'ai beaucoup d'entre vous qui me disent que l'animal, parfois, leur a même sauvé la vie dans un moment difficile de leur vie, dans une dépression, dans un burn-out, et que du coup, elles voyaient l'animal comme vraiment quelque chose de thérapeutique. Le souci avec ça, c'est que vous allez être de l'autre côté. Vous allez devenir le professionnel qui permet à cette relation animale d'avoir des effets éventuellement thérapeutiques, mais pas que. Ils peuvent être sociaux, éducatifs, pédagogiques, etc. Vous n'êtes pas vous-même dans une thérapie. Ça, c'est difficile à comprendre. Si vous voulez vous lancer dans ce type de métier-là, vous devez être complètement aligné avec vous-même. Vous devez être OK si vous avez suivi par exemple une thérapie ou que vous avez vous-même subi une dépression ou un burn-out. Vous devez être sorti ou en train de sortir de tout ça parce que ça ne peut pas, ça ne doit pas avoir un impact sur vos bénéficiaires, sur les personnes que vous allez accompagner. C'est vous le professionnel et c'est vous qui allez devoir créer une connexion avec vos animaux et les publics bénéficiaires. Vous devez avoir une solidité émotionnelle vraiment à toute épreuve. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir ses fragilités, évidemment, mais vous ne devez surtout pas vous lancer en médiation animale parce que vous, ça vous fait du bien, mais vous devez vous lancer en médiation animale parce que vous avez envie que cette relation fasse du bien à d'autres personnes. Donc parfois, c'est juste une question de timing, c'est juste une question de, voilà, si vous êtes en sortie de dépression ou d'un moment difficile de votre vie, parfois il faut simplement attendre l'étape d'après, attendre quelques temps pour que vous soyez sûr d'avoir une solidité émotionnelle, d'être complètement OK. Parce que quand on va faire de la médiation animale, eh bien, on peut recevoir beaucoup d'émotions, beaucoup de situations qui vont créer des émotions et ça, il faut le savoir. Si vous êtes dans cette situation-là, demandez-vous, est-ce que je vais bien? Est-ce que je vais mieux? Et est-ce que je suis prêt à mon tour de passer de l'autre côté de cette relation spéciale, spécifique qu'il y a entre l'humain et l'animal et son facilitateur. Alors j'en vois certains d'entre vous qui se disent je comprends pas, il nous a promis une balade avec son chien et on ne voit pas le chien. Alors mon chien il est en liberté et on est en pleine forêt et je l'ai un peu perdu pour quelques temps, il est parti faire sa petite balade et c'est tout à fait ok. Donc vous le verrez peut-être en arrière-plan, probablement à un moment ou à un autre, débouler comme un fou, parce que là il est parti faire sa balade lui-même. La quatrième erreur, c'est de vous lancer au mauvais moment dans votre projet. Alors la question que vous allez vous poser, c'est qu'est-ce que c'est finalement le mauvais moment? D'abord, c'est un mauvais moment, ça peut être trop tôt. Qu'est-ce que ça veut dire trop tôt? Se lancer trop tôt dans la médiation animale? Bien par exemple, c'est vous lancer sur un coup de tête parce que vous avez vu une super vidéo, un super reportage, j'en sais pour quelque chose, et du jour au lendemain, vous vous dites ça y est, j'ai une révélation, c'est ce métier que je veux faire, c'est ça que je veux faire. Alors on est peut-être un peu responsable de ça aussi puisqu'on fait des reportages. Et je sais que vous aimez les reportages qu'on fait et que ça fait des belles images et ça donne très envie de faire ces métiers-là, que ce soit aussi d'ailleurs pour créer des fermes pédagogiques par exemple. Moi ce que je vous conseille c'est quand même de prendre un peu de recul et de garder, de vous offrir des temps de réflexion. Les vidéos ce sont quelque chose, les reportages, les articles, etc. Et puis le quotidien du métier, les contraintes, les obligations que ça va susciter chez vous, eh bien, ce sont autant d'autres choses à prendre en compte. Donc ça, vous devez absolument les analyser et prendre le temps. Donc prenez par exemple le temps de vous renseigner, allez lire quelques articles sur le blog des entrepreneurs animaliers. Par exemple, j'ai écrit un certain nombre d'articles qui vont beaucoup moins être portés sur les belles images, sur les émotions, mais vraiment sur le quotidien d'un professionnel en médiation animale. Et bien ça va vous aider aussi à vous représenter si vous êtes prêt à vous lancer dans ce type de métier ou pas. Vous allez pouvoir aussi aller voir des témoignages. On en a sur la chaîne et vous en avez aussi sur notre page, sur notre site internet. Vous pouvez aussi en trouver ailleurs, des personnes qui vont témoigner sur leur quotidien, sur leur métier, sur les réseaux sociaux, en gardant toujours un peu de recul. Ce n'est pas parce qu'une personne vous dit quelque chose que c'est une vérité absolue. Des personnes, par exemple, vivent très très mal de leur métier dans la médiation animale. Ça ne veut pas dire qu'on vit mal de la médiation animale dans le secteur. Ça peut vouloir dire qu'elles n'ont pas les bons outils, n'ont pas les bonnes clés pour pouvoir en vivre. Ça, il faut faire très attention à ça. Accordez-vous un peu de temps aussi
pour vous familiariser avec la pratique. Peut-être en cherchant des journées d'immersion, en passant quelques jours avec des professionnels pour voir vraiment concrètement à quoi ça ressemble. Ça peut se faire pendant votre formation, ça peut se faire après, ça peut se faire avant, il n'y a pas de souci. Mais ne vous lancez pas si vous n'avez pas une visibilité sur ce qu'est vraiment la pratique de facilitation, quand nous on parle plutôt de facilitateur ou de médiation animale. Posez-vous la question de ce que vous allez perdre en changeant de métier, en changeant de monde professionnel. Est-ce que vous allez aussi gagner? Les risques que vous pouvez prendre en fonction du statut que vous allez choisir, par exemple, les joies que vous allez aussi y trouver, parce que c'est aussi quelque chose qui peut vous faire du bien pour votre équilibre personnel, pour votre équilibre professionnel. Voilà, il faut peser le pour et le contre. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'intime, quelque chose qui n'est pas une vérité absolue. Je ne peux pas vous dire ça c'est l'avantage, ça c'est l'inconvénient. Ça dépend vraiment de vous, de votre famille, de vos impératifs, de vos priorités. Alors maintenant que j'ai dit ça, je vous ai dit, il ne fallait pas se lancer trop tôt. Il ne faut pas vous précipiter du jour au lendemain en vous disant « Ok, demain, ça y est, je suis parti, je fais de la médiation animale et j'ai rien, je n'ai pas de compétences, je n'ai pas d'expérience, je n'ai pas de visibilité sur le métier. » Mais il ne faut pas non plus se lancer jamais. Hein. C'est ni trop tôt, ni jamais, mais pas trop tard. Donnez-vous une date limite pour vous décider. Donc vous êtes en train actuellement de réfléchir à une reconversion, à votre projet professionnel. Eh bien, prenez votre agenda tout de suite et dites-vous, voilà, je dois avoir pris une décision définitive à telle date. Et ça va vous aider à vous donner cette échéance et ensuite à consulter, à faire vos travaux de recherche, etc. Moi, je suis du genre à penser que l'immobilisme, le fait de ne rien faire, c'est vraiment votre pire ennemi. Si ça vous tente de vous lancer en médiation animale et que le seul argument que vous avez, c'est que ça fait peur, eh bien, investiguez et prenez une décision. Parce que la peur, c'est quelque chose qu'on peut facilement objectiver, réfléchir sur les motivations ou les sources de cette peur et trouver une solution. Est-ce que ça vaut le coup de se lancer ou est-ce que ça ne vaut pas le coup? Rien n'est insurmontable, vous pouvez le faire. Bon, vous l'avez compris, cette vidéo sur les 7 erreurs de la médiation animale, elle n'a pas pour objectif de vous vendre du rêve et de vous dire allez-y, foncez tête baissée. C'est pas du tout mon intérêt que le monde de la médiation animale et de la facilitation d'un coup se remplisse de personnes qui se sont lancées sur un coup de tête. Par contre, si c'est vraiment votre projet et que vous avez envie d'y aller, je vous encourage à le faire et je m'engage à vous aider pour le faire. On va partir à la 5e étape, la 5e erreur à ne surtout pas faire si vous voulez vous reconvertir en médiation animale. Eh bien, la 5e erreur, ce sont les mauvais questionnements sur l'indépendance de l'entrepreneur. Là, on va parler d'entrepreneuriat, on va parler de solopreneuriat, le fait de vous lancer seul, parfois peut-être à plusieurs, mais c'est souvent seul qu'on se lance. D'autant plus que si c'est votre projet, votre en majuscule, c'est-à-dire que c'est un projet que vous chérissez, vous avez envie de créer votre entreprise, votre auto-entreprise, micro-entreprise ou même votre association, eh bien vous allez avoir des responsabilités à porter. Et il faut vous poser ce type de questions-là. Vous devez avoir conscience que quand vous allez vous lancer en tant qu'entrepreneur, surtout si aujourd'hui vous êtes salarié hein, dans le monde, dans le privé, dans l'associatif ou dans le public, eh bien, vous n'avez pas forcément toutes les décisions à prendre. Vous avez une certaine sécurité aussi. Vous avez des personnes qui font certaines tâches à votre place. Vous n'avez pas, par exemple, si vous êtes dans l'éducation nationale, vous avez votre travail d'enseignant, mais c'est pas vous qui faites en plus les fiches de paye, c'est pas vous qui faites en plus les plannings, etc., etc. Là, quand vous allez créer votre projet, vous allez être le responsable de toutes les étapes de fabrication de votre projet de médiation animale. Par exemple, il va falloir assumer la comptabilité, la communication, il va falloir faire des factures, il va falloir peut-être démarcher des partenaires, être en représentation de temps en temps pour aller rencontrer des personnes qui vont vous signer des projets, etc., etc. Vous allez changer de costume régulièrement et ça, c'est important de l'anticiper. Il va falloir vraiment assumer. Donc, est-ce que vous êtes prêt à faire des tâches que vous n'avez pas envie de faire? Parce que oui, c'est pas un scoop. Dans l'entrepreneuriat, on ne fait pas que ce qu'on aime. Bien sûr que vous allez faire de la médiation animale et c'est tout ce que je vous souhaite, mais vous allez aussi devoir faire des choses qui sont parfois moins fun, mais qui sont obligatoires, comme de la paperasse, de la communication, un peu de compta, etc. Ça, c'est pour le concret, mais il y a aussi quelque chose qui se passe dans l'état d'esprit d'un entrepreneur, c'est que vous allez devoir apprendre à travailler avec personne au-dessus de vous. C'est pas si facile que ça. Parce que
C'est parfois assez confortable quand on est employé, salarié, d'avoir au moins quelqu'un qui valide des décisions qu'on veut prendre ou qui prend des décisions à notre place ou qui nous dit exactement ce qu'on a à faire. C'est sécurisant parce qu'on n'a pas la responsabilité de la décision. Alors on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas on n'a pas le poids de cette responsabilité-là. Si vous êtes entrepreneur, c'est vous le capitaine, c'est vous qui décidez de virer de bord à droite ou à gauche, à bâbord ou à tribord, et ça peut être compliqué au début. Alors croyez-moi, ça se surmonte quand même. Il faut un petit peu de pratique, un peu de temps, mais on s'en sort très bien tout de même. Alors la 6e erreur, moi je l'aime beaucoup et j'en parle très très souvent en accompagnement individuel quand je suis avec les porteurs de projets que j'ai l'habitude d'accompagner. Ce sont les erreurs liées à des mauvaises décisions entrepreneuriales. Alors il y a 2 solutions. Soit vous êtes au début de votre projet et vous allez pouvoir avoir le luxe de ne pas faire ces erreurs. Soit au moment où vous regardez cette vidéo, vous avez déjà lancé votre projet et vous allez vous dire: «Mince, effectivement, j'ai peut-être fait cette erreur-là et il va falloir la corriger, il va falloir que je trouve des solutions». Le mieux, c'est quand même d'anticiper et de ne pas faire cette erreur. Ce sont les erreurs liées à des mauvaises décisions entrepreneuriales. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Par exemple, le statut juridique. Aujourd'hui, c'est très facile de choisir le mauvais statut juridique si on écoute des mauvais conseils. Les mauvais conseils, ça peut être tonton Jackie qui un jour a créé une EURL ou une SARL et qui vous dit: «Il n'y a pas mieux que ça, c'est génial». Bah oui, c'est le seul statut qu'il connaît, il n'en a jamais créé d'autres. Donc forcément, si vous écoutez tonton Jackie qui ne connaît que ça, ou l'auto-entreprise, ou ceci, ou cela, vous avez très très peu de recul, vous n'avez pas de moyen de comparer avec autre chose, et vous allez peut-être faire cette erreur juridique. L'opposé, bah, c'est le comptable. J'ai beaucoup de personnes qui me disent: «Non mais de toute façon, j'ai un expert comptable, j'ai un ami comptable qui m'a dit de prendre ce statut juridique-là». Alors c'est vrai, je ne veux pas me fâcher avec nos amis les experts comptables. J'ai fait partie de cet univers-là aussi pendant quelques années dans une autre vie. Mais il se trouve qu'un expert comptable, c'est un expert de la comptabilité et non pas, alors pas toujours d'ailleurs de la fiscalité, mais en plus pas toujours du quotidien de l'entrepreneur. C'est-à-dire que quand vous choisissez un statut juridique, ce ne sont pas que ce n'est pas qu'une question de dans quel compte on va ranger telle et telle charge et tel chiffre d'affaires, etc. Il y a aussi une question de complexité de la paperasse, de responsabilité, de mode de rémunération du dirigeant. Il y a tout un tas d'éléments qui font que ça peut devenir embêtant pour vous d'avoir suivi un mauvais conseil parce que votre comptable, lui, était persuadé que tel statut était bon pour vous, mais il a oublié de prendre en compte que c'était vous qui allez devoir gérer cette entreprise et pas lui. Parce que le comptable, croyez-moi, c'est pas lui qui va gérer l'entreprise à votre place. Lui, il vous dit quoi faire, mais c'est à vous de le faire. À ce sujet, une petite exception très particulière dans le monde de la médiation animale, c'est l'association. Alors, je vois certaines personnes qui sortent d'autres formations que la mienne et qui me disent le centre de formation m'a dit de créer une association. Il n'y a pas de justification, on doit créer une association. Je rappelle juste une chose, c'est qu'une association, comme son nom l'indique, c'est un ensemble de plusieurs personnes. Et on ne peut pas créer, on ne doit pas créer un projet au format associatif si c'est son projet à soi. Si c'est votre projet à vous et que vous n'êtes pas dans un projet d'intérêt général, si vous n'êtes pas dans un projet qui associe un certain nombre de personnes, de forces vives, de gens qui ont envie de collaborer ensemble dans un but commun, si c'est votre projet entrepreneurial à vous, créez une entreprise, créez quelque chose qui vous appartient. N'oubliez pas qu'une association, vous n'en serez jamais propriétaire et vous n'en récolterez pas forcément les fruits. Donc si vous passez tout votre temps à créer de la valeur, à créer quelque chose, une dynamique autour d'une association dont vous êtes le seul pilote à bord et qu'en fait, à la fin, vous êtes piégé par votre association, attention, je ne dis pas que ce n'est pas un bon statut juridique, ça peut être un très très bon statut dans plein de cas, mais il ne faut surtout pas suivre aveuglément les conseils que médiation animale égale association loi 1901. Ça, c'est faux, totalement faux. Et là, vous vous demandez quelle est la 7e et dernière erreur à ne surtout pas commettre si vous voulez vous reconvertir en médiation animale, vous lancer dans un métier de la relation humain-animal, de la facilitation par exemple, bien c'est de choisir le mauvais parcours de formation. Je ne vais pas être là pour vous prêcher ma paroisse, l'idée c'est de vous donner les bons tuyaux pour ne pas vous tromper dans votre choix de formation. D'abord, c'est de ne pas confondre la médiation animale avec la communication animale. Je ne vais pas dans cette vidéo faire un discours sur ce qu'est la communication animale, sur les,
les confusions que ça peut créer, mais en gros, la communication animale, ça s'intéresse à l'animal et rien qu'à l'animal. Ça n'a rien à voir avec de la médiation animale. Dans la médiation animale, vous avez une relation triadique, une relation triptyque entre un bénéficiaire humain, un animal et un professionnel de la relation. Dans la communication animale, on va s'intéresser aux besoins et aux comportements de l'animal. D'autant plus que les reconnaissances des différents métiers n'ont pas les mêmes fondamentaux, n'ont pas les mêmes fondements, et je laisserai de côté pour le moment le débat sur la communication animale. Deuxième élément, si vous êtes en train de choisir une formation, vous devez fuir les formations qui ont une connotation idéologique, ne serait-ce que dans leur titre, ou dans leur libellé, ou dans leur programme, connotation idéologique ou spirituelle. La médiation animale, c'est une pratique professionnelle, ou la facilitation animale, nous on préfère parler de facilitation. Ce sont des pratiques professionnelles qui se basent sur des fondamentaux scientifiques, sur des sciences humaines, sur des sciences animales et sur des sciences de la relation humain-animal. J'ai aucun souci avec les approches spirituelles, avec les approches idéologiques, etc. Mais ça n'est pas de la médiation animale. Il ne faut pas confondre ça. Vous devez rester dans une démarche professionnelle, pas partir dans des choses qui sont des dérives. J'ai vu des formations qui parfois sont presque sectaires, qui proposent des choses de l'ordre du mystique, sauf que quand vous allez contacter un hôpital, une unité protégée Alzheimer pour proposer de la médiation animale, les institutions vont vous faire confiance pour mener des protocoles de médiation et non pas pour essayer de faire quelque chose qui s'apparenterait à des pratiques non scientifiques, par exemple. Donc faites attention à ça, fuyez les formations qui ont des connotations idéologiques ou spirituelles, et j'en vois malheureusement, c'est pour ça que j'en parle, c'est que je trouve ça assez dommage d'avoir ce type de formation. Fuyez les formations pour lesquelles le programme ne concorde pas avec les objectifs. Vous avez des formations qui vous proposent un objectif, de devenir professionnel en médiation animale, etc. Et puis vous regardez en fait le programme, vous vous rendez compte que le programme c'est 2 jours d'initiation, et où en fait on va participer à l'éducation du chien ou au dressage du chien. C'est certainement une très très bonne formation en éducation canine, peut-être. Mais si vous voulez vous former en médiation animale, cherchez une formation dont le programme respecte les objectifs. C'est-à-dire que les séquences que vous allez suivre, les journées, les heures de formation que vous allez suivre, vous emmènent vers la professionnalisation, vers l'acquisition des compétences dont vous avez besoin. Et ça peut être assez embêtant si à la fin vous avez payé une formation plusieurs centaines d'euros et que vous vous rendez compte en fait que vous n'avez pas été formé pour la bonne chose ou que le dispositif n'était pas bon. Fuyez également les formations qui sont faites par des personnes qui n'ont qu'une expérience de terrain. Évidemment que les personnes qui vont vous former doivent avoir une vraie et une bonne expérience de terrain. Mais quelqu'un qui n'a que quelques années d'expérience ou qui n'a mené qu'un seul projet aura parfois un peu des œillères, aura des difficultés à s'ouvrir sur d'autres pratiques que ce qu'il a fait. Hein, si vous êtes pianiste et que vous avez toujours fait du jazz ça fait 5 ans que vous étudiez le jazz, et que demain je vous demande d'enseigner la musique, ça n'est pas la même chose. Vous allez être capable de parler de jazz, mais pas forcément de parler de tout un tas d'autres styles musicaux si vous vous êtes spécialisé. C'est un petit peu la même chose. Alors c'est vrai que c'est très confortable et pas toujours très cher de se former auprès de quelqu'un qui démarre et qui a 3 ans d'expérience, par exemple, en médiation animale, dans son petit projet, qui a fait quelques séances, etc. Mais il ne faut pas oublier que l'enseignement de la médiation animale, ce n'est pas être spécialiste de la médiation animale. Il faut avoir des qualités d'enseignement. Donc vous devez choisir quelqu'un qui a à la fois un parcours professionnel dans le métier, mais qui a aussi des compétences dans l'enseignement, dans la formation, dans la facilitation de formation. Donc vous devez choisir soit un formateur, soit un dispositif ou un centre de formation qui a cette expertise professionnelle du monde de l'enseignement et de la pédagogie. Alors pourquoi justement chez les entrepreneurs animaliers, on préfère parler de facilitateurs de la relation entre l'animal et les publics vulnérables plutôt que de parler de médiation animale? Bien d'abord, c'est parce que la médiation animale, c'est une pratique qui a quand même quelques années et dont beaucoup de personnes se déchirent sur ce que ça signifie. Est-ce que c'est une pratique médicale? Est-ce que c'est une pratique sociale? Est-ce que c'est une pratique pédagogique? Nous, on a voulu se positionner différemment sur cette question-là,
en disant que c'était un petit peu tout ça. Quand on fait de la facilitation animale, facilitation de la relation, on s'intéresse à la fois à des personnes fragilisées dans une relation d'aide, une relation d'aidant, mais on va aussi utiliser d'autres pratiques, d'autres méthodes qui vont emprunter des méthodes de pédagogie alternative, des méthodes d'éducation et d'éducation nouvelle. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément pris en compte dans les définitions traditionnelles de la médiation animale. La médiation animale, souvent, a cette connotation de blouse blanche. Certains centres de formation, d'ailleurs, ne vont recruter que des professionnels du monde médical ou médico-social, ce qui n'est pas notre cas. Nous, on a une approche pluridisciplinaire et on peut accepter en formation des personnes qui viennent d'autres univers que simplement le milieu du médico-social ou du médical. On a d'ailleurs créé une formation spécifique qui ne s'appelle plus médiation animale aujourd'hui, même si elle débouche sur le métier de médiation animale, mais elle va englober d'autres pratiques, elle va être plus élargie, plus complète qu'une formation en médiation animale. On appelle ça facilitateur de la relation entre l'animal et les publics vulnérables. Une formation qui est certifiante, donc avec un processus de certification à laquelle vous obtenez donc votre certificat de facilitateur, ce qui vous donne une vraie légitimité professionnelle pour pouvoir exercer sur le marché. Donc rien à voir avec des formations d'initiation, des formations très courtes sur lesquelles vous avez simplement une attestation de formation qui dit que vous avez suivi quelques heures de formation. Cette formation, on la propose généralement tous les 3 à 6 mois. Donc, vous pouvez aller voir sur le site des entrepreneurs animaliers pour vous intéresser aux différentes dates des prochaines sessions. Alors, on va arriver à la fin de cette vidéo. Vous avez découvert les 7 erreurs à ne surtout pas faire si vous voulez vous reconvertir en médiation animale. Souvenez-vous, au début, je vous avais promis une petite surprise. Eh bien, c'est vrai. En fait, je vous avais menti. Il n'y a pas 7 erreurs, il y en a 8. Et la 8e, c'est vraiment la pire de toutes les erreurs. C'est celle qu'il ne faut surtout pas faire. C'est de vous dire, voilà, j'ai regardé cette vidéo, j'ai un certain nombre d'informations, très bien, et je classe le projet sans suite et je ne passe pas à l'action. Le pire ennemi, c'est l'immobilisme. Vous ne devez pas ne rien faire à la suite de cette vidéo. Vous devez faire quelque chose, même si c'est une petite pierre que vous déposez. Vous devez entamer quelque chose pour qu'il y ait quelque chose de concret. J'ai peut-être la solution pour vous, puisqu'on vous propose d'accéder gratuitement au module 1 de la formation de facilitateur de la relation entre l'animal et le public vulnérable. Donc vous pouvez démarrer cette formation sans aucun engagement, gratuitement, dès maintenant, en suivant le lien qui va s'afficher sous cette vidéo. Vous verrez, c'est un module qui dure près de 3 heures sur lesquelles on parle des publics vulnérables. Qu'est-ce que la vulnérabilité? Qu'est-ce que la fragilité? Vous allez découvrir beaucoup de choses sur les personnes en situation de handicap et les différents autres types de vulnérabilité. Vous allez pouvoir voir aussi la qualité pédagogique de notre centre de formation, vous allez pouvoir voir le dispositif et vous allez pouvoir voir comment fonctionnent nos formations, nos formatrices et tout l'environnement qui va autour. Donc c'est complètement gratuit, vous n'avez aucune raison de ne pas le faire, donc allez-y. Sous cette vidéo, vous avez le lien qui s'affiche et commencez tout de suite, dès maintenant, le premier chapitre et le premier module de la formation facilitateur de la relation entre l'animal et les publics vulnérables. Cette fois, on est vraiment à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vais aller chercher mon chien puisque je l'ai perdu. Je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne des entrepreneurs animaliers, à liker cette vidéo, à la partager autour de vous et à regarder d'autres vidéos si vous avez envie de continuer à vous documenter, à vous renseigner et aussi à rêver sur les métiers de la relation entre l'humain et l'animal. C'est toujours un plaisir de vous accompagner. À très bientôt.